Bonjour à tous et bienvenue dans cette webcast, la deuxième d'une série qui s'inscrit dans le programme Reconstruire. Ce programme, né pendant le premier confinement, et oui, déjà quelques mois, a pour objectif d'écouter, d'imaginer la suite et de reconstruire. Dans la première phase, que nous avions appelée Regard croisé, pour comprendre ce qui se passait dans cette crise, nous avions interviewé 50 grands témoins d'horizons très différents. Dans la deuxième, que nous avions intitulée Futur croisé, nous avons imaginé différents scénarios et des recommandations. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette troisième phase, Vision croisée, avec des discussions et des échanges pour confronter la vision des acteurs économiques et sociétaux. Nous avions commencé le mois dernier avec l'entreprise post-crise et aujourd'hui, nous allons parler de transition écologique. Est-ce un véritable essor de la responsabilité sociétale des entreprises auquel nous assistons ou une certaine banalisation du greenwashing? Est-ce qu'il s'agit d'engagements purement de circonstances ou est-ce un réel examen de nos business models? La crise du Covid a accéléré cette prise de conscience, en tout cas sur l'urgence climatique. Et dans ce contexte, les entreprises qui avaient souvent été critiquées sont pourtant de plus en plus nombreuses à avoir compris à quel point ces enjeux de transition écologique sont importants et sont en train de se saisir du sujet. Ce matin, nous allons essayer de répondre à la question finalement pourquoi et comment installer l'enjeu écologique au cœur du modèle économique de l'entreprise. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'être très bien entourée ce matin, virtuellement, comme vous le voyez, avec Sylvain Lambert, qui est associé chez nous, responsable du département développement durable, avec Olivier Millet, membre du directoire d'Euraseo et président du directoire d'Euraseo PME, Jean-Baptiste Santoul, président directeur général de Ferrero France, Céline Soubran, directrice de la responsabilité d'entreprise chez AXA, et Mathias Vichra, secrétaire général de Danone. Et moi-même, Cécile de Lasteyrie, qui dirige les équipes commerciales et marketing de PwC en France. Bonjour à tous les cinq et un grand merci d'être avec nous ce matin. Sylvain, tu es un peu notre expert sur le sujet de la transition écologique. Peut-être avant qu'on commence le débat, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi on parle finalement et en quoi l'entreprise est au cœur de ce sujet? Avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. D'abord, le mot transition écologique, bon, c'est le terme qui est consacré, donc on fait bien de l'utiliser, mais en même temps, c'est un mot qui donne l'impression qu'on s'engage sur un petit chemin assez simple et que nous sommes en transition écologique, et donc c'est sympathique. Nous regardons par les fenêtres, il y a des fleurs, des arbres, des oiseaux. Et si on regarde dans le dictionnaire ce qu'est une transition, c'est bien le passage d'un état à l'autre. Le dictionnaire nous dit même, en général, lent et graduel, et ça définit donc cet état intermédiaire. Et donc, ce terme de transition écologique nous fait nous concentrer sur cet état intermédiaire sans trop nous faire concentrer sur ce qui se passe après. Et ce qui se passe après est assez complexe à définir parce que déjà le chemin, il est assez peu connu. En tous les cas, on en voit le début, on en voit quelques éléments, mais on n'en voit pas la totalité. Et puis ce qu'on va trouver après, alors on nous parle d'un monde décarboné, mais est-ce qu'un monde décarboné, c'est suffisamment précis et ça décrit ce que c'est? En réalité, non. Donc on en va emprunter un chemin en partie méconnu pour aller vers quelque chose dont on ne définit pas totalement les contours. Donc ce qui était intéressant, c'est de se dire, d'abord, il y a une question qui est importante, est-ce qu'on fait bien de s'engager dans cette transition? Enfin, pourquoi brutalement on parle de transition? Et puis, qu'est-ce qu'on risque de trouver après? Alors, il y a un premier paramètre qui est important, et je pense que c'est le paramètre de fond, c'est le paramètre démographique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est 2,5 milliards. 100 ans après, en 2050, on sera à quelque chose comme 9 milliards. Donc on comprend évidemment qu'on ne gère pas une planète qui est un système fini à 2,5 milliards comme à 9 milliards. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. D'autre part, on le voit tous les ans, on a des chiffres de plus en plus forts et réguliers. Il a fait l'année dernière 20 degrés en Antarctique. J'ai bien dit en Antarctique, hein, je n'ai pas parlé d'une autre région du monde. 2019 a été la deuxième année la plus chaude du monde. Donc on voit qu'on est dans un mouvement où le climat est en train de s'emballer, même si l'accord de Paris nous donne une vision de dire nous allons faire des efforts pour limiter la hausse des températures à plus de degrés. La science nous dit que c'est plus ou moins mal parti pour ces 2 degrés et qu'on part plutôt vers autre chose, 3-4 degrés. Mais dans l'esprit, finalement, 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, 4 degrés de plus, est-ce que c'est vraiment important? Déjà, entre le matin et l'après-midi, il y a souvent plus que 4 degrés d'écart entre l'été et l'hiver. Laissez-moi juste vous dire un ou deux chiffres. Il y a 10 000 ans, c'était la dernière grande ère glaciaire dans le monde. Et le nord de l'Europe, qui inclut à peu près à partir du milieu de l'Allemagne, le nord de la France, était sous une énorme couche de glace. Et la différence entre cette période
où la couche de glace est 3 km environ, où une partie de l'Europe était une toundra et l'autre était glacée. Entre cette ère-là et le monde d'aujourd'hui, c'est 4 à 5 degrés. Donc on voit les conséquences d'un réchauffement de 4 à 5 degrés qui sont considérables. Et le fait que ce soit un sujet climatique nous fait beaucoup penser à l'écologie. On parle de transition écologique, mais les conséquences sociales, politiques, en termes d'alimentation, et on a la chance d'avoir Ferrero et Danone avec nous, en termes de politique de santé, en termes de déplacement des populations, on nous annonce 3,5 milliards de réfugiés climatiques à l'horizon 2050 ou 2070. Donc, ce n'est pas qu'un sujet du climat qui bouge, c'est notre santé, notre alimentation, l'équilibre géopolitique des pays. Et le Covid n'a pas changé grand-chose là-dedans, même si on a pu entendre pendant le premier confinement que l'air s'était épuré, ce qui est vrai. Mais le sujet, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Si on éradique l'espèce humaine, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce que je ne souhaite pas, j'aimerais aller jusqu'au bout de mon propos, cependant, il va falloir au minimum un siècle pour enlever à peu près 50% du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, et le reste, on l'aura éradiqué au bout de 1000 ans. Donc on voit bien qu'on est sur du temps extrêmement long, et que probablement l'acteur, et je pense que ça sera une des questions de l'échange qu'on a ce matin, un des acteurs clés, les États vont définir un peu le contexte du chemin de cette transition, mais l'acteur moteur de tout ça, ce sera l'entreprise. Et là, on a beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir nous parler, mais c'est l'entreprise qui a pu être une partie du problème, mais qui probablement, dans les années qui viennent, aura toujours ses impacts, mais va de plus en plus travailler sur les impacts positifs. En tous les cas, c'est une de nos fortes convictions. Alors du coup, évidemment, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste, en tant que patron d'entreprise. Je crois justement que chez Ferrero, vous êtes tout à fait conscient de ce rôle et que vous vous attaquez à ces externalités négatives liées à votre activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Bonjour à tous déjà. Alors j'écoutais attentivement ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a une chose importante qu'on doit tous avoir en tête, c'est le monde change en permanence. Et il a toujours été changeant. Hein. On a eu des périodes glaciaires, on a eu etc., etc. On a eu des guerres. On était 2 milliards, on va être 9 milliards assez rapidement. Ferrero est une entreprise qui a été créée après-guerre. Il ne faut pas l'oublier. À une époque où finalement l'Europe était dévastée, et pas que l'Europe, mais en tout cas, restons sur cette petite partie du territoire. Et cette notion de symbiose avec l'environnement, cette notion de développement durable, elle était déjà là au moment de la création de l'entreprise. Alors bien sûr, cette notion, elle a évolué aussi, parce qu'on pouvait peut-être parler d'écologie il y a 50, 60, 70 ans, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Et je pense donc qu'il faut bien se garder de dire l'écologie est une chose nouvelle. L'écologie a toujours été là, je crois. Elle a évolué en fonction des préoccupations. Et chez Ferrero, qui est une entreprise qui est toujours familiale depuis sa création, on a toujours eu cette notion de long terme. Entreprise qui est gérée de façon patrimoniale pour la transmettre aux générations futures. Donc l'idée même de respecter le monde dans lequel on vit pour que ce monde continue à se développer et que l'entreprise s'y développe bien, elle est ancrée depuis le premier jour. Et c'est exactement sur ce sujet, je pense que l'entreprise a un rôle à jouer. L'entreprise, que ce soit Ferrero ou une autre, mais en tout cas, chez Ferrero, c'est vraiment ça, elle a été créée pour durer. Et pour durer, il faut avoir ce que les Anglais appellent le license to operate, c'est-à-dire qu'il faut être totalement en ligne avec les préoccupations du moment, les préoccupations de son temps, de ses consommateurs, et puis faire en sorte qu'on puisse continuer à évoluer. Pour continuer à évoluer, il faut s'adapter. Et chez Ferrero, c'est exactement ça. On a une politique de développement durable qui a toujours été là, qui aujourd'hui est en pleine adaptation elle aussi, parce que le monde change, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, nous, on a 3 priorités pour continuer à exister dans les années futures. Et si demain on est 9 milliards, 10 milliards, il faudra qu'on continue à pouvoir avoir des produits de gourmandise, manger du chocolat, se faire plaisir, parce que sinon le monde va être atroce. C'est vrai. La gourmandise, ça fait aussi partie du plaisir de la vie, surtout dans un pays comme la France, on le sait bien, où l'alimentation est plaisir. On n'est pas très anglo-saxon avec notre rapport à l'alimentation. On n'a pas un rapport fonctionnel à l'alimentation, on a plutôt un rapport plaisir à l'alimentation. Et pour que ça puisse durer, il faut qu'on s'adapte. Nous, on a 3 grandes priorités. La première priorité, c'est le sourcing responsable de nos matières premières.
Et vous le savez, on est souvent critiqué, mais on est aussi félicité régulièrement. L'huile de palme, hein, le fameux marronnier en France depuis déjà plus d'une décennie. L'huile de palme, depuis 2014, celle que nous utilisons, elle est entièrement durable et traçable. C'est-à-dire qu'elle ne crée pas de déforestation, c'est-à-dire qu'on s'engage à pouvoir tracer le fruit du palmier à huile depuis la plantation jusqu'au moulin où elle est pressée, hein, comme de l'huile d'olive, entre guillemets, puisque c'est une huile de fruits. On a été reconnu d'ailleurs l'année dernière par le WWF comme étant parmi les 173 entreprises mondiales qui étaient dans ce classement la numéro 1, avec, je crois, 21,5 points sur 22. Donc, on fait des choses. Le cacao, c'est pareil. On s'engage à ce que d'ici à la fin de l'année 2020, 100% de nos approvisionnements soient durables et traçables. Et on va être au rendez-vous. Sur les noisettes, dont on consomme beaucoup de la production mondiale pour nos produits, on s'est engagé également à ce qu'elles deviennent 100% traçables dans les années à venir. Voilà. Je ne vais pas faire la liste de toutes les matières premières, mais en tout cas, ces 3 matières premières très fortes et très importantes pour nous. On fait ce travail et ça, c'est important. Donc, le sourcing des matières premières doit être durable pour qu'on continue à les trouver dans les années à venir. C'est tout simple, hein. L'entreprise s'adapte parce qu'elle a besoin de continuer à vivre. Il y a aussi beaucoup de pragmatisme et c'est ça que je voudrais dire aussi à tout le monde, c'est l'entreprise, elle est d'abord pragmatique. C'est comment je fais pour exister demain et pour continuer à me développer. Et ce dogme de la croissance, qui est le moteur des entreprises, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est le moteur des entreprises, c'est extrêmement positif. Parce que pour continuer à se développer, il faut jouer les règles du jeu. Et pour jouer les règles du jeu, souvent, dans un monde concurrentiel et compétitif, il faut être meilleur que les autres. Et je pense que c'est aussi pour ça que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'elles poussent les choses toujours un peu plus loin. Hein, on est dans une société où on a toujours tendance à regarder l'entreprise comme étant un peu coupable, vouloir faire des choses en douce, etc. En réalité, c'est pas ça. Une entreprise, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit excellente. Hein, on parle souvent, en tout cas chez Ferro, d'excellence opérationnelle. Cette excellence opérationnelle, elle est à tous les niveaux. Je parlais du sustainable sourcing, notre première priorité. Notre autre priorité, c'est bien sûr l'environnement et avec moins d'émissions carbone. On s'est engagé à diminuer de moitié. On s'est engagé à avoir une électricité qui soit de source renouvelable. Par exemple, dans notre usine de Villers-Écaille en Normandie, qui est la plus grosse usine de Nutella dans le monde, 100% de l'électricité est déjà issue du renouvelable. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très concrètes. On n'est pas en train de dire on va le faire bientôt, hein, vous en faites pas. Non, on le fait déjà. Ça fait longtemps qu'on a commencé. L'écologie, c'est déjà là. Mais ce n'est pas fini, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Le monde change, donc il faut qu'on s'adapte en permanence. Le packaging, 82% de nos emballages sont déjà recyclés, recyclables et compostables, etc. 82%, on peut dire c'est bien, non, ce n'est pas suffisant. On s'est engagé à ce que d'ici à 2025, ce soit 100%. On a signé la charte de la navigatrice Hélène MacArthur. Donc là-dessus aussi, voilà, on est déjà bien, mais on ne s'arrête pas là. Nutella, c'est 99% de l'emballage recyclable. Néanmoins, on expérimente aussi l'emballage consigné avec Loop, puisqu'on vient de lancer un Nutella chez Loop avec Carrefour. Donc, vous voyez, on est déjà bien, mais on continue parce que de toute façon, c'est jamais assez, ça s'arrêtera jamais. Et puis, troisième gros enjeu pour nous en tant qu'entreprise, et je pense que toutes les entreprises partagent ça aussi, c'est une consommation responsable. Et cette consommation responsable, elle est clé, parce que si on veut pouvoir continuer à consommer, il faut qu'on le fasse de façon responsable et raisonnable, encore plus dans les années à venir qu'aujourd'hui. Donc c'est dans notre intérêt. C'est ce que je voudrais vraiment que tout le monde comprenne, c'est que la motivation première des entreprises, c'est de survivre, c'est de continuer à se développer, et donc elles doivent, c'est très darwinien, hein, elles doivent s'adapter. Et pour s'adapter, il faut qu'elles soient précurseurs, il faut qu'elles soient visionnaires et il faut qu'elles fassent mieux que les autres. Donc je pense que là-dessus, le citoyen, le consommateur n'a pas trop de soucis à se faire. En plus, dans un siècle qui est le siècle de la transparence, où on communique les choses, n'oubliez pas, le XXe siècle, c'était un peu vivons heureux, vivons cachés. Et puis le XXIe siècle, c'est le siècle de la communication. C'est surtout montrons ce qu'on fait, parce que si on ne le montre pas, on va penser qu'on n'est pas en train de le faire. Et si on ne s'exprime pas, on va penser qu'on a des choses à cacher. Donc, moi, je suis très confiant par rapport à l'avenir, même si la tâche est colossale.
Mais merci beaucoup. J'aimerais bien vous entendre, Céline, sur le sujet, parce qu'avec votre position, finalement, vous êtes un partenaire des entreprises. Finalement, vous êtes à la fois assureur et investisseur. Et du coup, quelle est votre philosophie et le rationnel derrière vos choix? Finalement, quelle est la part idéologique versus la part de logique économique? Parce que là, on voit bien dans le discours de Jean-Baptiste à quel point les deux sont présents. Alors, moi, j'aime pas trop le mot d'idéologie, et en même temps, je me reconnais énormément dans tout ce que vient de dire Jean-Baptiste. Moi, je pense qu'il y a une histoire de conviction, effectivement, de conviction, de valeur d'entreprise, de direction qu'on veut prendre, de gestion des risques et des opportunités, et de business model. Effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, pour se développer, pour répondre aux besoins du client, et effectivement, on peut se développer durablement que dans un monde durable. Donc voilà, donc moi je pense que c'est plutôt cette conviction, cette gestion des risques, des opportunités, ces business models à trouver et à réinventer qui sont clés. Nous, et forcément en tant qu'assureur, la gestion des risques et des opportunités, c'est le cœur de notre expertise. Et effectivement, c'est peut-être ça qui, au moment où on parlait en 2015 de plus en plus du changement climatique comme un phénomène scientifique, comme un phénomène météorologique aussi, on s'est dit que nous, on y a vu un risque financier, un risque économique, mais qui n'était pas, ou qui était encore émergent, c'est-à-dire dont tous les acteurs n'avaient pas encore pris conscience, en tout cas dans le monde de la finance. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment, je pense, déjà créé une sorte de réveil de notre secteur quand on a été les premiers dans le monde entier à annoncer nos désengagements du charbon, des investissements dans le charbon. Donc il y avait comme cette conviction, mais après surtout, oui, des raisons, on l'assume totalement, économiques, financières, de se dire que un jour l'énergie charbon deviendrait ce qu'on appelle dans notre jargon financier un stranded asset, c'est-à-dire un actif échoué. Mais ça, fallait le démontrer, quand même, il a fallu faire la démonstration. Et puis l'autre chose, c'est de se dire on a les deux colonnes de notre bilan, et dans les deux colonnes de notre bilan, il y a les actifs. Notre business model, c'est d'investir les primes et l'épargne de nos clients pour pouvoir, le moment venu, les rembourser sur leurs sinistres ou effectivement faire fructifier leur épargne. Et de l'autre côté, quand on rembourse les sinistres aussi, la gestion des catastrophes naturelles qui commence de plus en plus à peser sur notre bilan. Et donc, c'est une question de cohérence et de modèle économique, de se dire on ne peut pas continuer à investir dans des activités d'un côté de notre bilan, qui de l'autre côté de notre bilan nous crée de plus en plus de gestion de sinistres. Donc voilà, le business model, il faut le trouver. Il y a une conviction, il y a une matérialité d'enjeu, une gestion des risques et des opportunités, puis après des business models à démontrer, mais c'est vrai que ça ne va pas forcément de soi. Et voilà, et je pense qu'on a contribué par des investissements dans le charbon à vraiment créer ce réveil dans tout le secteur financier. Et d'ailleurs, tous nos pairs nous ont suivis aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, les politiques charbon chez les assureurs et les banquiers et les asset managers, c'est 60 à 70% maintenant du secteur au niveau mondial qui applique des politiques charbon. Alors, c'est pas fini, on a encore beaucoup comme Jean-Baptiste, la route est encore longue. Aujourd'hui, on est parce qu'on a en gros désinvesti sur les actifs je dirais, les plus menaçants et les plus lourds en carbone. De l'autre côté, on investit massivement. On a annoncé un engagement de 24 milliards d'investissements verts, donc de l'autre côté de nos actifs pour vraiment investir dans la transition écologique. Mais si on se dit les choses entre ces deux extrémités, comment ça se passe pour les 700 milliards que nous, on injecte chaque année dans l'économie? Voilà, parce que c'est notre métier d'être un investisseur institutionnel et de placer l'argent de nos clients. Et là, c'est là que nous, on a annoncé un alignement des portefeuilles sur une trajectoire 1,5 degré, la trajectoire des accords de Paris. Et là, l'enjeu aujourd'hui, une fois de plus, je crois qu'on a démontré le business model, on voit la gestion des risques et des opportunités pour nous, mais il y a aussi un pari économique, parce que finalement, aujourd'hui, la température de notre portefeuille, on l'a publiée, ça fait 2 ans qu'on la publie, on sait qu'elle est autour de 3,2 degrés, donc on est encore loin des 1,5. Elle est bien en dessous du benchmark du secteur financier, du fait des investissements charbon qu'on a fait et des investissements verts. Enfin, on est encore loin des 1,5 degrés. Et donc, il y a une forme de pari économique aussi, que les secteurs et l'économie réelle va se transformer au même rythme que nous, on souhaite réorienter les flux financiers.
Et donc, il y a cette forme de pari économique, là encore, qui s'inscrit dans la vision de long terme. Je crois que le mot-clé, c'est la vision de long terme. Alors, nous, en tant qu'assureurs, on est plutôt un investisseur de long terme, on va dire un peu davantage que les banquiers et les asset managers. Néanmoins, on peut être rattrapé par les contraintes de court terme. Voilà. Et donc, ce qui fait... donc, il y a une forme de pari économique, une fois de plus, une conviction que le monde va changer et que notre portefeuille va évoluer au fur et à mesure que l'économie réelle va transitionner. Il y a un pari et cette vision de long terme. Et c'est là que notre raison d'être nous aide. On a publié notre raison d'être, enfin on l'a formalisée, parce que je pense que voilà, la raison d'être, elle était déjà assez ancrée dans la culture d'entreprise, mais on l'a formalisée parce que je pense que la raison d'être, alors chez nous c'est Act for Human Progress by Protecting What Matters, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte, ça nous aide à inscrire cette vision dans le long terme. Merci beaucoup. Alors du coup, long terme évidemment versus court terme, Olivier, vous me voyez me tourner vers vous, en tout cas j'espère, parce que pour le coup, dans votre rôle, vous êtes bien dans l'accompagnement à la fois sur une vision long terme et en même temps sur une vision de la rentabilité des entreprises, et ces engagements ont un coût. Donc finalement, comment vous appréhendez cet arbitrage entre l'investissement qu'il faut faire pour mener cette transition et le rationnel économique que vous voulez mettre en place ? Oui, merci. Bonjour à tous. Ce qui a été dit est tout à fait passionnant, parce qu'on montre bien que l'entreprise est en plein mouvement, incarnée par des grands groupes. Les gestionnaires de l'épargne longue, que sont les assureurs, sont engagés. La bourse a été un lieu de rencontre entre l'épargne et l'économie réelle. Elle l'est un peu moins aujourd'hui, et notamment pour tout ce qui est entreprise de petite taille jusqu'à quelques milliards d'euros de valeur. Le développement économique se fait de façon non cotée. Donc a émergé une intermédiation entre l'épargne et le monde de l'entreprise qui s'appelle le private equity, et qui finance des startups, des PME, des ETI, et qui finance ces étapes de transition qui historiquement étaient assez longues et était assez courte, puisque rappelons qu'une entreprise comme Apple est rentrée en bourse 4 ans après sa création. Aujourd'hui, une start-up met plutôt à minima une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années avant de rejoindre les grands marchés. Si on dit que les entreprises, dans leur première phase ascendante de développement, ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent, on comprend pourquoi le private equity, au sens large, est devenu une classe d'actifs qui n'est plus une classe d'actifs émergente, mais une classe d'actifs considérable, qui, année après année, collecte des capitaux des grands bailleurs de fonds internationaux, institutionnels ou privés, qui, dans leur démarche RSE, demandent aux gestionnaires de cette épargne, que sont les opérateurs de private equity, de plus en plus de comptes sur la destination de ces capitaux, l'impact de ces capitaux. Céline parlait de la température du portefeuille d'AXA. Il est évident que c'est un tout petit peu plus compliqué de fabriquer la température d'un portefeuille d'entreprise non cotée de petite taille, mais en tout cas chez Eurazeo, pour nous, ça n'est pas impossible. On est engagé dans ce sujet par conviction business, sur le fait qu'une entreprise ne survivra aux décennies qui s'enchaînent et qui s'accélèrent en matière de transition que si elles sont dans une croissance durable et responsable. Ça veut dire que pour nous, investisseurs, nous sommes investisseurs en moyenne à 5-7 ans. Certains peuvent considérer que c'est court, certains peuvent considérer que c'est moyen. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'après un premier actionnaire de type financier, private equity, il y a de plus en plus une autre étape avec un autre actionnaire financier. Donc, à minima, vont s'enchaîner 2 ou 3 séquences de financement en fonds propres, quasi-fonds propres et private debt d'entreprises de taille moyenne sur des périodes qui peuvent aller de 10 à 20 ans. Et donc, on est bien dans le temps long, adossé à un marché qui s'appelle le private equity et qui, de plus en plus, prend en compte dans l'appréciation de la qualité de l'entreprise, évidemment sa croissance, évidemment sa rentabilité, mais la façon dont ces sujets extra-financiers sont appréhendés. Pour être très concret, depuis 15 ans,
on est rentré, et grâce à la rencontre avec Sylvain il y a une douzaine d'années, on est rentré dans un systématisme pré-investissement d'identifier la matérialité sur tel ou tel secteur, tel ou tel type d'entreprise, des sujets extra-financiers en matière environnementale notamment et en matière sociale par ailleurs. On fait donc des audits, on fait donc ensuite des go et des no-go, et si on devient actionnaire pour cette période de 5 à 10 ans, on va rentrer dans un programme d'accompagnement de la transformation. Jean-Baptiste évoquait les transitions énergétiques, les transitions en matière d'emballage. Il est évident que si vous demandez à une grande entreprise ou à une petite entreprise en un soir de basculer, c'est totalement impossible. Donc seul le temps, appelons-le long, va être capable de permettre à ces entreprises d'investir et de rendre le coût, puisque c'était le sens de votre question, est-ce que ça coûte? Non, ça ne coûte pas, puisque ce sont des investissements. Ces investissements, ils doivent être rentables, à la fois pour être compliance avec les évolutions réglementaires, mais aussi avec les attentes des collaborateurs, les attentes des consommateurs, les attentes des grands clients. Si je suis PME et que je veux être fournisseur de Ferrero ou Danone, imaginez juste le niveau de jeu que je dois avoir pour répondre à des grands donneurs d'ordre, à des grands opérateurs qui eux-mêmes sont engagés. Donc la très bonne nouvelle, c'est que le monde financier, et en particulier la finance que nous incarnons et que j'incarne, qui est une finance respectable, qui est une finance non spéculative, puisqu'elle s'engage dans des durées qui sont longues. Si vous savez spéculer à 5 et 7 ans, je vous embauche demain matin. 5-7 ans, c'est incompatible avec la spéculation. Imaginez juste que j'ai pu investir dans des PME il y a 2 ans et que 2 ans après, on est en plein Covid. Heureusement que nous avons été extrêmement sélectifs et que nous avons fait extrêmement attention dans la construction de notre portefeuille. Donc la très bonne nouvelle, c'est que la finance, qui est un outil au service de l'humanité, est un atout absolument formidable, et la finance de nos côtés en particulier, sur l'accompagnement de cette transition et sur l'accélération du phénomène. On aura l'occasion d'en reparler. Le private equity français est leader mondial en matière ESG, ce qui permet aux entreprises que nous accompagnons d'être en avance de phase dans l'adaptation au monde qui bouge, ça a été très bien dit, et dans leur capacité demain et après-demain à continuer à avoir accès. Demain, si je suis une entreprise et que je veux avoir accès aux capitaux d'AXA dans les 5 et 10 ans, il faudra que je monte patte blanche en matière RSE, comme je dois montrer patte blanche en matière environnementale, comme je dois montrer patte blanche sur le plan réglementaire et vis-à-vis de mes consommateurs. Donc c'est une vision totalement holistique. L'histoire du coût est pour moi un vieux débat. La preuve en est, c'est que les performances de Eurazeo sont très bonnes, alors que nous sommes pionniers sur le sujet depuis plus d'une dizaine d'années. Mais merci beaucoup. Mathias, je me tourne vers vous parce que je serais intéressée de vous entendre sur l'engagement pour le coup de Danone qui est très fort, hein, puisque vous allez très au-delà finalement d'un engagement, quasi un engagement politique avec tout ce que vous faites autour de l'agriculture régénérative, le programme One Planet, One Health. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle de Danone et est-ce que vous considérez que ça fait partie de votre rôle en tant qu'entreprise de participer de façon si forte à ces changements ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, la réponse est oui, parce qu'on considère que c'est un business model en réalité. On a appelé ça agriculture régénératrice, c'est pour la distinguer de l'agriculture intensive qui a eu cours après la Seconde Guerre mondiale et qui consistait principalement à nourrir la population, mais à base d'intrants chimiques et avec une logique, encore une fois, intensive qui ne préservait pas l'environnement. L'agriculture régénératrice s'est fondée sur 3 piliers, le bien-être animal, la santé des sols, pour que les sols captent le carbone et soient plus fertiles, et la question aussi de la biodiversité des espèces. C'est un modèle économique viable, rentable et même plus productif à terme que le modèle intensif. Simplement, il faut prendre en compte que 30% des sols sont en érosion en France, donc il y a les limites du modèle, et simplement, il faut pouvoir financer cette transition d'un modèle intensif à un modèle régénérateur
Les sols sont en jachère, en tout cas pendant au moins 1 ou 2 ans pour pouvoir transiter. Et là, il faut trouver le modèle économique pour financer cette transition. Mais en tout cas, c'est effectivement bien un modèle économique. Et en France, Danone accompagne pour 40 millions d'euros les agriculteurs avec lesquels nous travaillons pour financer cette transition vers un modèle régénérateur. Et nous fixons comme objectif en 2025 100% d'agriculture régénératrice en France. J'ajoute juste un tout petit point sur le fait que ces modèles écologiques régénérateurs trouvent un business model, mais doivent trouver aussi une concrétisation financière. On avait réussi il y a 2 ans à avoir un accord pour un prêt de 2 milliards d'euros avec 12 banques, dont le taux d'intérêt diminuait à mesure que notre note environnementale, notamment ESG, augmentait. Donc on avait réussi à faire cette corrélation entre l'intérêt financier et l'impact écologique. On a essayé de poursuivre on a atteint notre pic carbone en 2019 en ayant un BNPA, un bénéfice net par action carboné. On a présenté non un bénéfice net courant, mais aussi un bénéfice net par action carboné. Ce qui est intéressant avec ce BNPA carboné, c'est que plus votre productivité carbone augmente, plus vous avez un BNPA carboné qui augmente plus vite que le BNPA courant. Et s'il pouvait y avoir de nouveaux référentiels sur les marchés, ça pourrait devenir une norme intéressante, d'autant plus qu'on sait mesurer et évaluer la tonne carbone qui est autour de 35 euros la tonne. Dernière phrase, on continue évidemment sur cette logique en devenant la première société du CAC 40, société à mission. Ça a été voté le 26 juin dernier lors de notre assemblée générale. 99,5% des actionnaires ont voté en faveur, donc ça montre qu'il se passe quelque chose, y compris évidemment du point de vue des investisseurs et beaucoup du point de vue des investisseurs. Et nous travaillons d'ailleurs, nous sommes heureux de travailler avec PwC sur la certification des indicateurs de la société à mission. Merci beaucoup. Alors là, j'ai plein de questions du public, donc visiblement, le sujet intéresse beaucoup. La première question, c'est pensez-vous que le sujet de la transition écologique soit réellement intégré dans tous les COMEX? On a le sentiment parfois que certains managers ne l'ont pas tout à fait encore intégré. Alors, peut-être, Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez commencer, puis éventuellement Mathias compléter, par exemple? Oui, avec plaisir. Et la réponse est oui. En tout cas, de tous les, c'est vraiment un sujet qui est totalement intégré dans les COMEX des entreprises qui fonctionnent bien, qui se développent et qui comptent rester là pour longtemps et accompagner leurs consommateurs, leurs clients de façon pérenne. C'est plus aujourd'hui quelque chose de facultatif, c'est plus aujourd'hui quelque chose qui est sympa pour la galerie, pour la communication. C'est vraiment, ça fait partie de nos enjeux au quotidien. Enfin, moi, il n'y a pas une journée sans que j'aborde avec mes collaborateurs l'un des thèmes clés sur la transition environnementale, que ce soit la décarbonation, que ce soit la décarbonation, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète pour une entreprise comme la nôtre? Pour livrer nos produits, alors déjà pour les produire, il y a une consommation de carbone, énergie verte et renouvelable, j'en ai parlé tout à l'heure. Tous nos équipements, ça veut dire qu'on les revoit aussi en permanence. On est dans le temps long, tout à l'heure, Olivier le disait, tout ça, ça nécessite beaucoup d'argent. On ne fait pas les choses du jour au lendemain. C'est des investissements qu'on prévoit, c'est des discussions permanentes du comment on fait mieux, comment on améliore, comment on optimise. Donc c'est beaucoup de préoccupations permanentes et ça concerne toutes les fonctions dans l'entreprise. J'ai pas un gourou du développement durable dans mon COMEX. Ça fait partie du job de chacun des membres du COMEX aujourd'hui. Que ce soit la politique humaine sur le commuting, par exemple. Est-ce qu'on incite les collaborateurs à venir en voiture ou à venir avec le transport en commun? Est-ce qu'on les incite à faire du covoiturage quand ils ne peuvent pas venir en transport en commun? Donc, on développe des plateformes digitales pour que les collaborateurs Ferrero, mais aussi les autres, se mettent ensemble. Il y a plein de choses. Je vois qu'il y a un doigt qui se lève, je m'interromps, je continue. Je crois qu'Olivier avait envie d'intervenir. Oui, j'ai envie. Pardon. Non, c'est très bien. Juste pour être direct, c'est une problématique de gouvernance.
Et la gouvernance, elle a deux têtes. Elle a un CEO qui doit inspirer réellement le sujet. Donc, tant que vous n'avez pas un CEO capable, en interne comme en externe, de porter ces sujets, c'est de la littérature technique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça veut dire que le sujet n'est pas incarné. Donc, un CEO, et deux, des systèmes de gouvernance de la représentation actionnariale qui demandent à ce que le sujet soit concrètement évoqué, quels que soient les systèmes de gouvernance, que ce soit en conseil de surveillance et directoire ou en conseil d'administration. Il est assez simple de laisser une trace sur le fait que concrètement le sujet est bien abordé dans la gouvernance. Et donc, par rapport à ça, les gens qui ont des doutes, internes ou externes, sur la prise en compte des sujets, doivent demander une transparence sur la gouvernance en disant ces sujets sont-ils abordés, comment sont-ils abordés. Et après, il y a un élément qui est extrêmement simple. Est-ce que les sujets liés à la RSE font partie du système de rémunération, du management de l'entreprise? Tant que ça ne passe pas par cette boucle-là, c'est du prêchi-prêcha, c'est des incantations. À partir du moment, et toutes les entreprises qui sont aujourd'hui sur ce call ont des systèmes de rémunération qui incluent la prise en compte de ces sujets avec extrêmement précis. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est des choses carrées, précises, documentées, qui sont les juges de paix sur ces sujets-là. Donc là, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent être très exigeants par rapport à ça et demander des comptes à leur gouvernance. Mais là, je voudrais juste ajouter une petite chose parce que ce qui vient d'être dit est extrêmement important et ça ajoute à mon propos sur le fait que c'est très concret et ça fait partie de la vie des entreprises et de la gouvernance des entreprises. Et je veux vous dire une chose, les plus durs en la matière en termes de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est concret, ce sont nos propres salariés. Avant que ça parte à l'extérieur, tout à l'heure on parlait d'une société ouverte où il fallait communiquer, etc. Ça commence chez nous. Moi je sais que les salariés du groupe, c'est les premiers à demander où on en est sur tel projet, où on en est sur le sustainable sourcing, où on en est sur la décarbonation, où on en est sur la nouvelle certification, sur l'investissement, etc. C'est les premiers à le demander et c'est les premiers à l'exiger, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, et je pense que la plupart des salariés c'est pareil, ne veulent pas travailler dans une entreprise qui est irresponsable, ils veulent être sûrs que leur entreprise est une entreprise citoyenne et que leur entreprise est en train de construire l'avenir. Et ça, c'est le premier contrôle. Hein. Et du coup, Mathias, si vous pouvez, parce que je sens que vous avez envie, là, que vous avez envie de partager sur ce sujet. Non, juste en 15 secondes pour laisser du temps pour les autres questions. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Il y a un point central, c'est d'abord de dépasser l'idée d'avoir une direction de la RSE. Quand on est uniquement à placer une direction de la RSE dans son organigramme, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas transformant et vous n'avez pas l'écologie notamment et le social au cœur de votre processus de production. Donc l'idée, c'est évidemment que la direction des achats soit un acteur majeur de la RSE. L'idée, c'est évidemment que tous les autres acteurs, comme ça peut être dit, s'en emparent et que d'une certaine manière, on ait une dilution de la direction de la RSE, c'est plutôt un bon signe dans un organigramme plutôt que de maintenir une direction de la RSE. La deuxième remarque que je voulais dire, c'est que dans le cadre de l'entreprise à mission, il y a un comité de mission qui s'ajoute à la gouvernance et qui, du coup, sur le côté mission écologique, développement durable, est un élément de gouvernance intéressant qui doit évidemment être fine-tuné avec le conseil d'administration, mais qui donne à la gouvernance d'ensemble, en dehors du texte et du conseil d'administration, un élément, je trouve, intéressant de développement des indicateurs et avec l'organisme tiers indépendant de certification d'indicateurs fiables pour mesurer la mission en matière écologique notamment. Je voudrais ajouter une chose. Sylvain, peut-être tu peux compléter avec ce que tu observes en bonne pratique, parce qu'on a une question sur qu'est-ce qu'il y a comme bonne pratique pour faire, pour rendre tout cet engagement réel pour des comités de direction et des managers d'entreprise. Qu'est-ce que tu observes chez les clients que tu accompagnes? Nous, ça va faire bientôt 30 ans qu'on travaille, enfin exactement 27, donc c'est un peu rapide de dire 30 ans, mais qu'on travaille sur ces questions. Et moi, je rejoins évidemment ce qui a été dit. C'est une vraie réalité. On est s'il y avait un message à retenir,
On est, comme le disait d'ailleurs Jean-Baptiste, d'abord, ça a toujours, en tous les cas depuis que je regarde ce sujet depuis une trentaine d'années avec nos équipes, ça existe toujours. Par contre, ça monte en force. Et aujourd'hui, depuis 5 à 7 ans, on est passé d'une accélération linéaire, gentillette, mais réelle, à une accélération exponentielle. Et le sujet qui est sur la table aujourd'hui, que l'on voit nous adresser, qui a été fort bien illustré par tous ceux qui ont parlé là, c'est la question de changement du modèle. On est vraiment sur des évolutions profondes, on l'a dit, on est dans une phase de transition qui nous emmène vers quelque chose d'autre, qui est potentiellement radicalement différent. Et moi aussi, je témoigne que les entreprises sont vraiment en action. On a vu, par exemple, le sujet des entreprises à mission avec Mathias, et l'entreprise à mission, c'est pas un slogan, hein. C'est un cadre stratégique à l'action de l'entreprise, ça cadre complètement ses opérations. On a vu arriver en 2020 un grand nombre d'engagements net zéro d'entreprises, dont d'ailleurs nous, PwC aussi, mais l'engagement net zéro, c'est pas planter des arbres, hein. Enfin, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Quand on lit ce qu'il y a dans les engagements net zéro, c'est la transformation des business models. Lisez-les bien, regardez ce que ça comporte. C'est vraiment, Jean-Baptiste en parlait, c'est transformer les opérations. C'est vraiment continuer, se préparer à ce monde d'après. C'est pas qu'un slogan. Donc on voit cette première étape, et le Covid nous a amené d'ailleurs un mot qu'on entend vraiment fortement, qui est le mot résilience. Et le mot résilience, il rime avec performance, hein. Parce que pour être performant demain, il faut déjà être résilient. Pourquoi ce mot est arrivé sur la table? Parce qu'au 31/12/2019, il y a des boîtes qui avaient des comptes en bon état et qui étaient en mauvaise situation quelques mois après. Donc aujourd'hui, ce que regardent les parties prenantes, voire les investisseurs, c'est cette question, est-ce que le modèle est résilient? Qu'est-ce qui nous garantit que cette activité est résiliente? Et je vais même témoigner d'un sujet qui est intéressant. J'ai échangé avec la personne du comité exécutif en charge de la stratégie d'un grand groupe français il y a quelques jours en lui demandant c'est quoi votre grande priorité? La réponse a été, est-ce qu'on sera capable de donner un sens à notre métier, d'expliquer l'adéquation entre notre métier et les grands enjeux sociétaux? Et Jean-Baptiste parlait de license to operate, ça a été résumé par ça. Est-ce qu'on sera capable de démontrer que notre entreprise est aujourd'hui beaucoup plus part de la solution que part du problème, et une entreprise qui est considérée comme méritant d'avoir vos chapitres? Parce que sinon, eh bien, que ce soit, comme vous le disiez Jean-Baptiste, vos salariés, comme en parlait Olivier, les investisseurs, les gens vont se détourner de vous, et in fine aussi vos clients. Donc on voit vraiment, je dirais que la plus grosse transformation dans les préoccupations, ce sont bien des sujets de comité exécutif, ce qui rejoint la question, des sujets de gouvernance, enfin d'actionnaires pour la gouvernance et de comité exécutif, et ce sont des questions de transformation profonde pour une seule raison. Il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. C'est un slogan, mais c'est pas possible de le faire autrement. Céline, du coup, je me tourne vers vous parce que vous êtes la directrice RSE du panel. Comment vous avez vécu l'évolution de votre rôle ces dernières années? Est-ce que vous avez bien senti ce côté de plus en plus stratégique et au cœur du modèle? Totalement. Et enfin, là encore, je souscris à tout ce qui a été dit à la fois par Jean-Baptiste, par Olivier, puis par Mathias aussi. En fait, la fonction RSE, et moi je le vis vraiment très fortement depuis 2 ans, elle est en train de totalement se transformer. Effectivement, j'ai entendu le mot gourou, c'est vraiment ça, c'est fini le directeur RSE gourou, le sujet lui appartient, il est qu'à lui, il l'incarne, c'est terminé ça. Donc aujourd'hui, et effectivement, je souscris aussi à ce qui était dit, c'est que la RSE n'est plus l'exclusivité de l'équipe RSE. Et donc ça implique totalement nous, équipe RSE quand même, et après, est-ce qu'il faut une équipe RSE ou pas? Je dirais que ça dépend énormément de l'organisation de chaque groupe. Nous, on est un groupe qui a été très décentralisé depuis ces 3 dernières années. Il y a eu tout un mouvement par notre nouveau PDG, Thomas Buberl, de décentraliser l'organisation du groupe, de redonner le pouvoir aux entités, aux pays. On est dans 60 pays, on a 120 000 collaborateurs. Et aujourd'hui, je dirais que nous, dans notre contexte, la direction RSE, elle reste fondamentalement utile. Par contre, depuis 2 ans, moi, j'ai dû repositionner complètement le rôle de cette direction. On est plutôt un centre de ressources et d'expertise dont, effectivement, la mission est on est un peu les consultants internes, si j'ose m'exprimer ainsi vis-à-vis de Sylvain, où on va accompagner les métiers et leur donner le pouvoir et surtout la maîtrise technique des sujets. Moi, je pense qu'il y a un sujet clé, c'est la formation. Et la formation, elle se fait à tous les niveaux. Elle doit se faire au niveau du board. Nous, il y a des sessions pédagogiques dans le board qui ont été faites sur l'investissement responsable, sur l'ESG, parce que c'est des sujets qui deviennent éminemment techniques. Il faut manier la donnée financière, extra-financière. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit, de compétences à tous les échelons de l'entreprise, que ce soit au board, au management committee,
dans les entités. On a formé toute la famille finance à l'ESG depuis 2 ans. On forme même des métiers plus exotiques, mais moins cœur de business comme l'audit. En ce moment, on est en train de voir comment on va former l'audit à contrôler aussi l'entreprise, surtout une entreprise mondiale, à l'aune de l'ESG. On forme en ce moment nos forces de vente, nos agents généraux en France en des formations ESG, ISR, pour pouvoir parler d'un label qu'on a créé qui s'appelle Épargne citoyenne. Ils ne vendront bien les produits épargne citoyenne que s'ils savent en parler et ils maîtrisent eux-mêmes aujourd'hui. Voilà, nous, c'est l'ESG, l'ISR, dans le monde de l'alimentation, parce qu'on a pas mal de... Nous, on n'a pas encore totalement notre Nutri-Score ou notre label bio ou notre label, nos AOC. Il y a toute cette éducation aussi que doivent faire nos forces de vente. C'est aussi comment on travaille différemment la documentation commerciale ou les arguments commerciaux sur nos sites de vente. Donc voilà, tout ça, c'est ça le nouveau rôle de la direction RSE, c'est de donner le pouvoir et les connaissances techniques et de former tous les échelons de l'entreprise. On a même, nous, un groupe de collaborateurs qui s'appelle AXA pour le climat, où c'est des collaborateurs, 300 collaborateurs en France, d'une façon totalement bottom-up, qui vont former leurs autres petits collègues dans les autres métiers, que ce soit la souscription, au marketing. Donc voilà, c'est ça, tout ce repositionnement aujourd'hui de la fonction. Alors du coup, je me tourne vers vous, Olivier, parce que j'ai une question. Pardon, oui. Je peux juste me permettre, excusez-moi, mais il y a quelque chose de très important qui a été dit et je souscris totalement. Il y a effectivement un dirigeant qui doit absolument incarner dans une entreprise. Si je prends notre exemple, c'est tout simplement M. Ferrero qui incarne ça chez nous. C'est lui qui est vraiment au cœur de cette stratégie et qui en a fait une affaire personnelle. On voit bien la gestion patrimoniale aussi, c'est vraiment sur le long terme. Et puis de l'autre côté, il y a une tension avec toutes les équipes qui doivent être formées en permanence. Et chez nous, on a même créé ce qu'on appelle le comité Play for Good. C'est dans notre jargon ensemble. Donc, on joue pour le bien, pour faire mieux. Et c'est vraiment bottom-up. C'est tous les salariés en France qui sont dans un comité et qui se voient régulièrement, qui ont des commissions, qui prennent du temps par rapport à leur job classique, quelle que soit leur fonction, parce que c'est vraiment toute l'entreprise qui est représentée, et qui vont en permanence proposer des choses, qui vont en permanence, quelque part, créer cette tension entre le management, le comité exécutif, l'actionnaire, et puis ce que pense le citoyen, parce que finalement, il représente la société civile au sein de l'entreprise. Et cette tension, elle est extrêmement importante, parce que ça permet de jamais s'arrêter, de jamais être satisfait ou complaisant par rapport à « waouh, on a fait les choses bien, c'est cool, on peut s'arrêter ». Non, on ne s'arrête jamais, parce qu'il y a toujours de nouvelles exigences. On parlait d'évolution, c'est aussi le moteur de l'évolution. Merci beaucoup pour cet éclairage très précieux. Olivier, une question plus spécifiquement pour vous en live. Le sujet du scope 3 et en particulier du scope 3 aval, c'est-à-dire de l'empreinte écologique liée à l'utilisation des produits de l'entreprise, est particulièrement délicat. Ce n'est pas trop le cas pour Ferrero et Danone, mais pour beaucoup d'industries, oui, c'est un sujet probablement majeur pour Eurazeo, car un facteur de risque dans les investissements. Comment cela est-il intégré dans la gestion des portefeuilles ? Alors, le premier élément, c'est qu'il faut être capable de s'intéresser. Alors, les spécialistes de la RSE savent ce que c'est que le scope 3, mais le sujet reste encore assez nébuleux pour beaucoup d'opérateurs en fonds propres. Certains ont pris des engagements scope 1, entre guillemets, ce qui est assez simple, puisqu'une firme de private equity, c'est quelques collaborateurs, des billets d'avion et de l'hôtellerie. Et des ordinateurs. Donc, ce n'est pas très compliqué en matière carbone si vous êtes juste sur le périmètre des opérateurs qui gèrent les capitaux qui sont engagés dans l'entreprise. Après, il y a les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire nos portefeuilles. Et là encore, si on se contente au niveau de l'entreprise du scope 1, on fait une toute petite partie du job, mais en fait, on n'accompagne pas l'entreprise dans la compréhension qu'elle n'est pas sur une île déserte, avec son tout petit périmètre carbone qui est sa consommation directe. Puisque toute entreprise est dans une chaîne qui est beaucoup plus vaste et qui inclut ce qui a été évoqué, ce qui est le scope 3, en amont comme en aval de son activité. Donc, le premier élément et une de nos responsabilités pédagogiques est de faire
comprendre et descendre ce type de concept, cette technicité au niveau d'entreprises qui n'ont pas la taille d'un Ferrero, d'un AXA ou d'un Danone, vers des entreprises de quelques centaines de millions d'euros, en leur expliquant qu'elles sont dans une chaîne et qu'elles sont donc responsables directement d'une partie de la chaîne, mais qu'elles ont des externalités qui les dépassent très largement et qu'on va les interroger de plus en plus sur les scopes 3. Comment vous travaillez, comment vous intégrez ces sujets-là, comment vous vous préoccupez du devenir de vos produits ou de vos services ou de l'origine des produits ou des services que vous achetez. Donc, on a été les premiers à travailler sur cette pédagogie et cette compréhension des 3 niveaux de scope. Et ça fait une transition vers, si vous voulez, la nouvelle étape et la nouvelle frontière qu'on propose à l'industrie du private equity, c'est de prendre des engagements net zéro. Ce que nous avons fait, on a baptisé ce programme O+. C'est un engagement extrêmement ambitieux puisque nous avons annoncé, la directrice de la RSE, Sophie Flack, qui travaille avec nous depuis 7 ans maintenant, qui est au COMEX du groupe. Je fais juste une petite incise sur les directions de la RSE. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathias sur le fait que ça doit être absolument transversal. Il n'en reste pas moins que tant que vous n'avez pas un champion interne qui prend le drapeau tous les matins pour parler à ses collègues, pour les aider, comme ça a été évoqué, pour moi, c'est un peu court. Donc, je pense qu'il faut encore des directions de la RSE pour quelques années. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, cette fonction n'existera plus, je pense. Et en tout cas, sur des entreprises de petite taille qui n'ont pas la maturité d'un Danone, par exemple, il est fondamental que le sujet soit incarné, qu'un drapeau soit défendu tous les matins face à toutes les contradictions et toutes les complexités de l'entreprise. Donc, vraiment, continuons à soutenir les directions de la RSE dans les entreprises et en particulier dans les entreprises de taille moyenne. Et ce que je dis n'est pas en contradiction avec ce qu'a dit Mathias. Donc, nous avons pris cet engagement net zéro 2040. Pour y arriver, effectivement, on pourra planter quelques arbres, mais ce ne sera pas du tout suffisant. Notre fonction économique est de décarboner l'économie puisque, à la différence d'un investisseur RSE en bourse qui prend sa décision, j'achète du AXA ou je n'achète pas du AXA, j'achète du Danone ou je n'achète pas du Danone, par rapport à un niveau de jeu qui est matérialisé par une communication, par un travail de fond, une entreprise non cotée n'a pas ce niveau de formalisation. Et donc, c'est à nous de l'aider à travailler sur le sujet. Elle est, entre guillemets, relativement imparfaite, comme nous tous, au moment où nous devenons actionnaires. Et nous avons cette période de transition de 5 à 7 ans pour l'aider à se décarboner et à être dans cette trajectoire de décarbonation. Donc, nous allons pouvoir travailler de plusieurs manières, sortir de certains business, choisir certains business. Nous avons cette chance, en tant qu'entreprise d'investissement, de pouvoir arbitrer notre actif. Je ne suis pas condamné à être investisseur à vie dans tel ou tel domaine, donc je peux sortir, je peux faire des choix, et une fois que je suis actionnaire, je peux accompagner un investissement systématique sur des périodes qui sont longues pour permettre à l'entreprise de réduire son empreinte carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Merci beaucoup. Mathias, je me tourne vers vous parce que j'ai une question d'un de nos internautes qui me semble tout à fait dans vos sujets. Je vous la livre telle quelle. Quelle est votre vision sur les notions de sobriété et de consommation locale qui ressortent comme 2 piliers clés de la transition écologique? Comment appliquer ces 2 notions au niveau mondial, vu les disparités sociales et culturelles entre les pays? Comment est-ce qu'un groupe comme Danone gère ce sujet? C'est un très bon point. D'ailleurs, le sujet de la localisation a été porté à la suite de la crise du Covid, enfin pendant la crise du Covid et en tout cas après la première vague. Et il y a un autre sujet qui a été porté qui est celui de la souveraineté alimentaire. Et je pense effectivement que le local permet d'aller vers cette souveraineté alimentaire, en tout cas de la maîtrise des chaînes de production. Chez Danone, nous, on a pris le parti de vendre 90% des produits qu'on vend dans un pays sont produits dans ce même pays. C'est-à-dire que nous avons poussé une forme de multilocalisation et on aime à dire qu'on est une entreprise multilocale et pas une entreprise multinationale. Donc ça permet cela d'abord d'avoir une maîtrise des chaînes de production plus grande,
de moins dépendre effectivement de l'extérieur et d'aller vers des logiques que les pays où l'État, par exemple au niveau de l'Europe, c'est une politique qui est poussée, d'aller vers ces logiques de souveraineté alimentaire. Donc oui, bien sûr, le local, la souveraineté alimentaire, et cela passe bien souvent évidemment par ces logiques d'agriculture régénératrice et de maîtrise de sa chaîne de production. Merci beaucoup. Il nous reste peut-être 1 minute pour prendre une dernière question. Question aussi de nos internautes sur quelles sont les best practices qu'on observe et qu'on pourrait partager. Je ne sais pas si Sylvain, tu veux éclairer nos internautes sur ce sujet rapidement, en 1 minute 30 maximum, gros défi. En fait, cela a déjà été dit. Ce qui va faire la différence, enfin, on est à un moment où le rôle de l'entreprise est en train d'évoluer, voire de se redéfinir profondément. L'entreprise de demain, c'est une entreprise encore plus ouverte sur des sujets d'intérêt général, et on le voit avec ce que sont les raisons d'être qui ont été mentionnées. Aucune des raisons d'être des entreprises, pour peu que ce soit des raisons d'être sérieuses, n'est totalement business. Elle est éminemment business, mais elle relie le business et un peu la license to operate qu'évoquait Jean-Baptiste, un peu la mission sociétale de l'entreprise. C'est ça l'entreprise de demain. Et donc la best practice, c'est ce qui a été donné. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une entreprise et une autre? C'est le niveau de vision, le niveau de conviction qui est porté au plus haut niveau et déployé dans l'entreprise. Après, le reste, c'est de la mise en œuvre. Mais en tous les cas, quand on observe aujourd'hui entre deux entreprises, il y en a une qui est une référente sur le sujet, l'autre non. Ça va être le niveau de vision au plus haut niveau et ensuite la façon dont elle le met en place. En faisant très court, je pense que ça, c'est le point clé et le point essentiel. Et les grands acteurs de la sélection de dirigeants dans les entreprises aujourd'hui, qui sont des grandes maisons de chasse de tête, nous ont contactés pour parler de comment aujourd'hui on évalue un dirigeant sur la compréhension de ses enjeux, parce que le dirigeant performant de demain, c'est celui qui comprend ça. Celui qui l'a pas compris, c'est le dirigeant du monde d'avant. Mais merci beaucoup. Il est temps malheureusement de clôturer cette discussion. Pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, je serais bien restée 1 heure de plus avec vous 5. Donc, un immense merci à vous 5 de vous être joints à nous ce matin. C'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir virtuellement, malgré les quelques soucis techniques que nous avons pu avoir. En tout cas, je retiens quelques grands thèmes de cette discussion de ce matin. C'est d'abord que l'entreprise est bien au cœur de ce sujet et qu'aujourd'hui, elle a bien pris ces sujets de transition écologique et qu'à la fois, j'ai bien aimé le côté il n'y a pas de grand soir de la transition écologique. Finalement, la transition écologique, elle va se faire pas à pas et de façon pragmatique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que ça doit être incarné au sein de l'entreprise, que c'est un sujet qui est à la fois transverse, qui doit transpirer partout. Et j'aimais bien cet exemple de comment on forme et comment on met les salariés au cœur pour qu'ils le transpirent eux-mêmes. Donc, en résumé, moi, je me dis que je suis très optimiste, en tout cas, sur la capacité des entreprises à prendre ce sujet. Comme on le disait en début, une transition, ça veut dire qu'on change. Le principe de l'être humain, c'est qu'on s'adapte et je crois que les entreprises l'ont bien compris. En tout cas, un grand merci donc à vous 5 de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain pour notre prochaine webcast qui est consacrée à la compétitivité technologique et tous les enjeux du digital, sujet hautement intéressant en ce moment. Le replay de la webcast d'aujourd'hui sera disponible dans les prochains jours. Et si vous vouliez bien passer quelques minutes à répondre à notre enquête de satisfaction qui va apparaître sur vos écrans, nous vous en serions très reconnaissants. Un grand merci à tous et il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde.